Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le premier avant-match de 2024 avec dès demain la possibilité de remporter le premier trophée de l'année et de l'ère Luis Enrique au PSG. Je parle évidemment du trophée des champions qu'on devait initialement jouer fin juillet en Thaïlande, mais rappelez-vous, ils se sont retirés au dernier moment de l'organisation. Je les ai toujours soupçonnés d'avoir annulé quand ils ont vu que Messi était parti et qu'il ne serait pas sur leur territoire à cette occasion, mais ça n'a jamais été confirmé. Depuis, la Ligue avait une volonté de jouer sur terrain neutre, il y avait plusieurs candidats comme le Qatar, un pays d'Afrique aussi, le Congo si je dis pas de bêtises, qui voulait recevoir la rencontre, mais au final, c'est au Parc des Princes qu'elle va se jouer demain à 20h45. Le PSG va donc recevoir Toulouse avec un effectif quasiment au complet. Les deux internationaux du mois de janvier seront là après des négociations plus ou moins longues. Avec la Corée pour Lee, ça a été vite. Avec le Maroc, ça a été un peu plus long. Difficile, on ne sait pas, mais long, ça c'est sûr. Luis Enrique l'a officialisé cet après-midi en conférence de presse. Il est disponible pour le match de demain soir. Avant, on est au mois de janvier. Il y a aussi la période du mercato. Entre la vidéo d'hier et aujourd'hui, il y a eu l'officialisation de Beraldo qui portera le numéro 35, qui a signé pour 5 ans jusqu'en 2028. Donc voilà, défenseur axial gauche, capable de jouer latéral, même si j'en suis pas certain au niveau de son déficit de vitesse notamment. Très content, puisqu'on est sur un dossier où Luis Campos a joué sur sa plus grande qualité, à savoir dénicher de jeunes talents. Donc là, je l'attends plus que jamais au tournant. On espère que ce joueur est un vrai bon joueur avec de la maturité, de la personnalité surtout, parce que dans le PSG de Luis Enrique, il en faut pour le fameux dépassement de fonction qu'on réclame tout le temps dans les débriefs et qu'on va encore réclamer bien sûr dans nos vœux pour cette nouvelle année. Alors, information importante aussi. Confirmation dans le journal L'Équipe d'aujourd'hui que le PSG va chercher un milieu de terrain en plus de Moscardo, puisque déjà il n'a pas signé son contrat. Loïc Tanzi l'a précisé à plusieurs reprises. Moscardo n'a toujours pas signé. Ça pourrait être fait en fait qu'à l'été prochain. Voilà. Et donc aujourd'hui tout est possible, puisqu'il n'y a pas la signature. On sait très bien que jusqu'à ce bout d'encre sur un papier, tout est possible. Luis Enrique en conférence de presse l'a aussi dit, au milieu de terrain il veut recruter. S'il y a une opportunité, il a dit fonçons. Il a dit que Beraldo n'était que le premier des recrues de cet hiver. Donc on va voir ce que le PSG va nous concocter. Il y a eu la piste Calvin Phillips, indésirable à Manchester City, qui a joué 318 minutes cette saison, qui est sorti hier dans le Télégraphe. Alors il n'y a que le Télégraphe pour l'instant, qui ne sont pas les plus fiables et qui sont un peu tout seuls sur le dossier. Donc on va voir comment ça évolue, on va voir quel profil sera privilégié au milieu de terrain. Et aussi dans la vidéo un peu plus loin, on reviendra là-dessus. Juste, j'aimerais rappeler un combat que je mène pas mal sur la chaîne, à savoir le format de prêt. Voilà, n'est pas à oublier en fait. Luis Campos, monsieur, je donne des contrats de 5 ans à tout va, à Carlos Soler, qui vient de fêter ses 27 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à toi, mon bon vieux Carlos. À Renato Sanchez surtout. Quand je disais contrat de 5 ans, c'est surtout pour lui qu'on a signé. Alors certes, c'est que 12 millions d'euros. Oui, le dossier, c'est pas que Luis Campos. Christophe Galtier le voulait, l'a demandé à sa direction. Mais 5 ans, c'est beaucoup trop, bien évidemment. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'AS Roma qui veut le dégager alors qu'ils sont qu'à la moitié du prêt. Mais voilà, pour cet hiver, plutôt que de recruter encore une fois à coup de contrat de 5 ans, essayons d'être créatifs, de se faire prêter, par exemple, Calvin Phillips, voilà, proposons un prêt, essayons. Et après, si ça marche pas, 3 ans, 4 ans de contrat, grand max. Je suis pas sûr que les histoires d'amortissement, Nasser en ait quelque chose à foutre. Voilà. Quand on nous fait le discours qu'on n'a plus un rond et qu'au final, l'été dernier, on balance quasiment 400 millions d'euros, bon, je pense que le discours on n'a plus un rond, fair play financier, machin, il passe plus trop. Voilà. Donc vraiment, voilà, les prêts, je le dis, je le redis, on a fait assez d'erreurs à se coltiner des contrats super longs. Paredes, 50 millions le 31 janvier. Oh, le plus gros, c'était Las Diarra, quoi. Diarra qui était aux Émirats et qu'on a fait venir fin janvier avant un match contre le Real, comme s'il allait tout changer au milieu de terrain. Le mec avait passé la trentaine, il était dans un championnat perdu, sans aucun rythme. Ça, c'est pareil, tu vois, par exemple, Calvin Phillips, c'est la première chose que je me suis dit. Le mec a joué que 300 minutes. Normalement, au mercato d'hiver, t'es censé recruter des joueurs qui sont opérationnels tout de suite. Bon, là, ça risque pas d'être le cas. Même si vous me direz, difficile de déloger un titulaire.
Voilà. Sur la piste Calvin Phillips, ce qui me gêne, c'est qu'on sait très bien que Manchester City s'intéresse à d'autres joueurs. Paqueta, Kimmich. Kimmich, pour être très honnête les gars, Kimmich, il y a une après-midi où je me suis posé, j'ai écrit tout un brouillon sur lui, et au final, j'ai jamais tourné. Et le brouillon est toujours là. Parce que pour moi, en fait, et encore plus dans le PSG de Luis Enrique, puisque c'est un joueur qui est capable de jouer aussi latéral droit, par exemple, au poste un peu hybride, pour alterner avec Hakimi ou mettre en concurrence Hakimi, pour moi, ce serait vraiment un joueur quasiment parfait que j'aimerais beaucoup contente, quoi, parce que alors il est en fin de contrat qu'en 2025, je crois, au Bayern, hein, donc c'est pas tout de suite, il n'y a pas grosse pression sur son club, mais parfois il y a des petites rumeurs, même si à chaque fois elles disent qu'il rêve du Barça. Bref, Carlos Soler, revenons sur lui. Faut se mouiller la nuque, les gars. Joshua Kimmich, Carlos Soler, c'est lui, hein, désolé, hein, qui sera au poste de latéral droit pour faire l'intérim en l'absence d'Achraf Hakimi, à moins que Luis Enrique pérennise Warren Zaïre-Emery à ce poste-là. Carlos, j'aimerais revenir sur l'info comme quoi, juste après le match contre Metz, il a demandé un rendez-vous avec la direction pour trouver une porte de sortie, et au final, Luis Campos lui a dit « Non, on te garde, on te fait confiance ». D'un côté, aujourd'hui, c'est le remplaçant attitré d'Hakimi au poste de latéral droit. Donc, c'est vrai que sans recrutement, le laisser partir, derrière, t'aurais pas grand monde. Mais, ça me fait tellement penser à Pablo Sarabia, qui sortait d'une belle saison au Sporting. Il avait fait des superbes statistiques, il avait plein de prétendants. Luis Campos est arrivé. Non, vous inquiétez pas, on va pas le vendre, on va pas capitaliser des offres à 25-30 millions. Non, vous inquiétez pas, il va rester dans la rotation. Au final, le mec a joué quelques minutes sur la première partie de saison et il a été obligé de le refourguer au Wolf. Pour combien ? 5 millions à peine, si je dis pas de bêtises. 7 avec les bonus. Bon, je me souviens pas très bien. Mais typiquement, avec Carlos Soler, on est sur le même cas de figure en fait. Voilà. Donc, que Luis Campos se voit pas trop beau et que la direction, si on a une offre de 15 millions, 20 millions pour Carlos Soler, 20 millions, je suis peut-être gourmand, mais 15, mais on l'accepte tout de suite. Et on les réinvestit sur un latéral droit de métier, peut-être qui a la trentaine, voilà, pour apporter de l'expérience aussi dans cet effectif assez jeune, et pour suppléer Achraf Hakimi, parce que Carlos, il est bon, non, il est gentil, avant d'être bon, il est gentil. Mais défensivement, voilà, ça va aller 2 minutes. Je pense que là, le mois de janvier va être un peu long, hein. Et si le Maroc va loin à la Coupe d'Afrique des Nations, le temps risque d'être long pour nous. Bref, déjà qu'à gauche, Nuno, ça parle d'un retour. Alors, il y a des médias qui disent début mars, d'autres février. Une certitude, il sera pas là à l'aller pour la Real Sociedad. Une autre certitude, je pense pas qu'il retrouvera sa forme optimale cette saison. Soyons très clairs, on parle d'une absence d'1 an, voire plus. Bon, c'est pas en 2 mois qu'il va retrouver un pic de forme physique, je parle, optimal, bien évidemment. Donc voilà, Nuno, c'est comme Kimpembe, ce sera évidemment pour l'année prochaine. Même si bien sûr, on espère qu'il revienne dès le mois de février, parce que même sur le retour, ce sera quelqu'un qui nous apportera beaucoup par sa capacité à faire des courses, progresser le ballon et le dépassement de fonction. Voilà. Alors, on entre dans une période spéciale. Pourquoi ? Parce que la première partie de saison, la vérité, c'est qu'on a eu peu de blessés. Les absences qu'on a eues, c'était les suspensions. Hakimi, accumulation de cartons jaunes contre Reims. Dembélé contre Dortmund, bien évidemment. Mais sinon, un Lucas Hernandez, un Dembélé ont été épargnés par les blessures. Là, tu vas avoir 2 absences majeures. 2 absences majeures, Hakimi et Lee Kang-in, parce que ce sont 2 profils uniques dans l'effectif. Bon, Hakimi, c'est un titulaire, c'est un des meilleurs Parisiens sur la première partie de saison. Ce qui va nous manquer, évidemment, c'est son volume de course. Et ce qui en découle, le dépassement de fonction. Voilà, c'est quelqu'un qui, bien sûr, quand il est juste dans le dernier tiers, parce que des fois, il monte, mais il gâche quand même, sur certains matchs, notamment à Milan, à San Siro, pas mal de situations offensives à être pas du tout lucide quand il a le ballon au pied. Mais dépassement de fonction, ça c'est vraiment ce qui va nous manquer chez lui, parce que dans cet effectif aux joueurs avec assez peu de personnalité, il y a les joueurs, mais il y a aussi Luis Enrique, ce qu'il leur demande. Et ça, on y reviendra quand on parlera des relances. Et Lee Kang-in,
c'est la créativité, bien évidemment. La créativité, avec le ballon dans les pieds, qui semble lui coller, la fréquence d'appui qui le fait un petit peu penser à Messi, surtout qu'il a la tête un peu baissée, voilà. Sa capacité à faire des passes aussi, voilà. C'est notre meilleur milieu et peut-être le meilleur Parisien dans cet exercice-là, voilà. Les passes en profondeur, il en a donné quelques-unes à Mbappé, notamment contre Brest, rappelez-vous. C'était le premier ou le deuxième but, je sais plus, mais une très longue passe laser qui avait fait très mal. Et puis le centre pour Vitinha, c'était contre Metz, le dernier match de 2023. Donc voilà. En janvier, on va donc avoir une période avec des absents et pas le 11 type. C'est vrai qu'à chaque fois, Luis Enrique composait avec un effectif quasiment complet. C'était assez inédit sous QSI de faire une première partie de saison aussi pleine en matière d'organisme physique. Là, bon, ce sont les ajustements qu'on va juger. Je suis mitigé, dans le sens où le PSG a eu des difficultés quand il perdait un titulaire. C'est vrai que parfois la machine peut s'enrayer. On a eu des matchs sans Hakimi où on n'était pas bon, sans Dembélé où on s'est créé beaucoup moins d'occasions, mais aussi d'autres matchs où on a su être bon. Contre Dortmund, Dembélé n'est pas là, et j'aurais jamais pensé qu'on se serait créé autant d'occasions que toutes celles qu'on s'est créées au Signal Iduna Park, rappelez-vous. Même si bien aidé par le plan de jeu, pas suicidaire, mais complètement dingue, que Dortmund avait adopté ce soir-là. Donc on va voir comment ça va se passer. Évidemment, l'axe de progression majeur, je pense, parce que Luis Enrique, lui, il est là pour faire circuler le ballon, l'emmener dans la surface de réparation, mais évidemment, quand vient la finition, c'est aux joueurs que revient évidemment toutes les responsabilités. Luis Enrique ne peut pas faire grand-chose sur les soucis de finition qu'on a connus en première partie de saison. C'est pour moi la première des choses à gommer. Voilà. Ensuite, le comportement à la perte. Alors, je l'ai mis en deuxième, mais je pense que les relances sont deuxième quand même. Comportement à la perte dans le sens où on presse un peu moins par rapport au mois d'août et tout ça. Il y a eu des moments où j'ai trouvé l'équipe un peu relâchée. Voilà, donc essayer de retrouver un petit peu de punch. La structure défensive, voilà, ne pas être trop naïf, Ugarte, Zaïre Emery aussi parfois, ne pas sortir de l'alignement à contre-temps, timing, bien se coordonner, les complémentarités entre nos milieux de terrain, nos défenseurs aussi qui sont un peu frileux, et bien sûr les relances. Ça, bien évidemment, c'est un axe de progression majeur, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a les caractéristiques des joueurs, manque de personnalité, techniquement des lacunes, Ugarte typiquement. Mais en face, il y a aussi Luis Enrique, en fait. Et ce qu'il leur demande. Je pense pas que lui veuille des milieux de terrain qui cassent les lignes, qui donnent des passes en profondeur à tout va et qui prennent des risques. Non, lui, il veut absolument avoir ses joueurs qui vont aller chercher un relais sur le côté et faire le fameux U et ensuite partir dans la profondeur, terminer sur une situation de centre en retrait avec des milieux qui se projettent, qui arrivent à l'entrée de la surface, un numéro 9 qui joue la fausse piste en faisant un appel deuxième poteau ou premier poteau, et puis Mbappé bien évidemment qui jaillit depuis son côté gauche. Voilà, c'est globalement ce qui a été travaillé, mais quand je vois par exemple typiquement les pistes sur le mercato, Moscardo, Calvin Phillips, en fait c'est pas le genre de milieu de terrain qui vont nous apporter techniquement. En fait, on est sur des profils assez proches d'Ugarte finalement. À savoir, vont aller au duel, pas peur d'aller au duel, placement, défensivement, sans ballon, contre-pressé important. Mais avec ballon, bon, Calvin Phillips est sûrement meilleur que Ugarte, mais c'est pas non plus une palette ultra élargie qu'il a. Et je me dis que Luis Enrique, peut-être que finalement, en fait, il veut pas de ce genre de joueur. Et ça aussi, c'est à prendre en compte dans les analyses. Voilà. Pour demain, parlons un petit peu du 11, évidemment. Je continue en 4-3-3. Voilà, le 4-3-3 de la fin d'année, là, avec le fameux poste de latéral droit hybride qui monte en relayeur et tout ça. Ocas Donnarumma, on espère qu'il commencera 2024, pas comme il a fini 2023. Mais pour revenir sur son année civile à lui, j'aimerais noter, bon déjà son début de saison était très bon jusqu'au bourde de novembre, qui était grossière, mais de août à début novembre, la fameuse trêve où il revient très mal contre Monaco, il est très bon. Et l'année dernière sous Galtier, alors il a sa responsabilité sur le but du Bayern au Parc des Princes, mais sur le championnat de Ligue 1, il est très consistant. J'aimerais rappeler la régularité l'année dernière. Ça a été un artisan du titre de champion
Alors, c'est sûr que c'est pas folichon de dire ça, quoi, parce que c'est pas le titre de champion qui nous a enjaillé le plus, mais quand même. C'est vrai qu'il faisait beaucoup d'arrêts à 0-0, sur des matchs décisifs et tout ça, il répondait présent. Et je pense que Galtier peut lui dire merci. Voilà. À droite. Alors, à droite, on a réussi à avoir Hakimi, comme je le disais. Bon, sur ces questions avec les sélections, je comprends les positions des sélections. Parfaitement. Parfaitement. Or, pour demain, c'est quand même un trophée. C'est pas un match, c'est un trophée. Donc on parle de quelque chose qui se vit aussi avec le groupe. C'est pour ça que je titulariserai pas Hakimi demain. Il est là, si on gagne, il fait les festivités. Si on perd, bon, il est là. Merci à la sélection marocaine, Walid Regragui et tout ça. Bon, en même temps, vous me direz, la CAN commence que le 17 janvier, soit dans 15 jours. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin d'Hakimi pour gagner la Tanzanie. Leur premier match de poule sera contre la Tanzanie. Bon, pas sûr qu'ils aient besoin de lui pour gagner avec lui. Mais vous me direz, nous aussi, si on a besoin d'Hakimi pour gagner Toulouse, c'est qu'il y a un problème. On doit s'habituer à jouer sans lui. Et c'est pour ça que demain, je ne titularise pas. Déjà, nos amis marocains nous l'ont gracieusement laissé. Donc on va le mettre sur le banc, voilà, pour qu'il ne joue pas trop non plus, qu'il ne démarre pas l'année sur les chapeaux de roue. Il rentre sur la dernière demi-heure, les 20 dernières minutes pour prendre du rythme ou quoi. À la mi-temps, si on a un problème, si on est mené, Toulouse ouvre le score, machin chouette. Mais je le mets pas titulaire, je mets Carlos Soler à sa place. Je préfère Carlos Soler à Warren Zaïre-Emery pour ce poste. Hein. Rappelez-vous, sur la fin d'année, c'était Warren qui y était. Mais parce que Carlos était malade. Carlos, il avait chopé la grippe de Gonzalo Ramos, rappelez-vous, cette fameuse grippe qui a touché bon nombre de joueurs dans l'effectif sur la fin d'année 2023. Donc je préfère quand même mettre Soler à ce poste-là, parce que Zaïre Emery, en fait, c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. Et pour moi, les meilleurs, il faut absolument maximiser leur qualité, les mettre à leur meilleur poste, voilà, pour optimiser. Et donc je mets Warren relayeur droit et Carlos au poste de latéral droit. Alors il fête ses 27 ans aujourd'hui. Bon, défensivement, c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois. Le défenseur central qui est à côté de lui, il a 2 fois plus de travail, parce qu'en termes de placement, les duels et tout ça, c'est très compliqué. Avec ballon, il est neutre, on va pas se mentir. Mais il a pour lui, et ça je ne cesserai de le répéter, mais combien de fois je l'ai dit, dans le dernier tiers, il se déplace bien. Et franchement, c'est rare. Vraiment. Au milieu de tous nos milieux de terrain, bon, pas trop ça. Lui, c'est vrai qu'il sait se trouver au bon endroit, au bon moment, en position de frappe dans la surface. Et en plus, il a une bonne frappe, une bonne finition. Il a marqué quelques buts quand même depuis qu'il a signé. Et même au-delà des buts qu'il a marqués, des frappes qu'il a eues, parce que les buts qu'il marque, il n'a pas besoin de 10 000 occasions pour les mettre. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'occasions qui ont été ratées par Carlos Soler. Et, au-delà de ça, il y a beaucoup de buts qu'on met par d'autres joueurs, où il est impliqué dans l'action. Ou par exemple, il est derrière le buteur, il y a un centre, typiquement, le buteur reprend le ballon, mais Carlos Soler, si le buteur ne l'aurait pas repris, est derrière, et sur la trajectoire du ballon. Ou alors Carlos Soler fait un appel à vide pour libérer de l'espace. Voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais signaler. La plus grosse de ses qualités, vraiment, c'est dans le dernier tiers, les déplacements. Bien sûr, évidemment, il faut quand même recruter au poste de latéral droit. Bon, Marquinhos, évidemment, je titularise demain, au poste d'axial droit. Mais Marquinhos, il m'a déçu, les gars. C'était Noël, c'était Nouvel An. On a festoyé. J'ai eu plein de cadeaux sous le sapin. Mais le plus beau des cadeaux, ça aurait été quand même la vidéo. La story en short rose dans sa maison en train de faire son footing. Mais on l'a pas eu. Il nous a pas gâtés. Cet été, on y avait le droit tous les jours. Mais là, cet hiver, on l'a pas eu. J'ai été très déçu. Donc, j'espère que Marquinhos, demain, ne sera pas en short rose, mais en costard, évidemment, pour aller nous chercher le trophée. Et puis, pour 2024, bien commencer l'année, que ce soit quand même une année un peu phare, quoi. Un peu comme 2020-2021, quoi, qui correspond un peu à sa période faste au PSG, puisque depuis c'est quand même assez compliqué. J'espère avec ballon notamment. J'attends beaucoup avec ballon de Marquinhos parce qu'on sait ce dont il est capable et il nous embête quand il fait ses passes latérales, quand il ne va pas fixer son vis-à-vis. Bref. À ses côtés, je mets Danilo. Danilo très fort. Danilo très fort, pourquoi ? Parce que je l'ai écouté en conf hier. Non, tout à l'heure. Il dit, aujourd'hui, je me sens défenseur central, parce que c'est là où le coach me met, et c'est là où j'ai de la confiance. Alors que quand il signe au PSG en 2020, il nous disait, quand Tourelle le mettait défenseur, non, moi je me sens pas défenseur, moi je fais ça pour le coach, mais moi je me sens pas défenseur. En gros, il faisait le rebelle à cette époque. C'est un bon politicien, Danilo. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Tourelle était fragilisé. Le staff
Les joueurs le savaient. Ils allaient sauter. Danilo, il venait d'arriver, il avait son statut de capitaine de Porto, et hop, il s'était laissé pousser des ailes, il avait poussé sa gueulante dans les médias. Là, il a compris l'environnement. Il y a un staff qui est installé, qui est légitime, et avec qui il y a eu un début de saison qui ne l'a probablement pas satisfait en matière de temps de jeu. Rappelez-vous, jusqu'à novembre, Danilo ne jouait pas beaucoup. Alors Luis Enrique le voit comme un défenseur central. C'est vrai qu'il y a eu cette période, du fait aussi des prestations très moyennes de Skriniar, où Danilo a été titulaire, a enchaîné les matchs, même si ça ne s'est pas concrétisé en Ligue des Champions sur le fameux contre Dortmund. Mais voilà, là aujourd'hui il nous dit « je me sens bien » au poste de défenseur central. Donc je le mets à gauche avec Marquinhos, parce qu'il avait fini l'année 2023 mieux que Skriniar tout simplement. Par contre, à la relance, je l'attends quand même. Hein. À la relance, attention. Danilo, il faut qu'il bosse aussi. Une ou deux fois par match, c'est vrai qu'il va nous faire sa passe laser dans les airs, pied en rupture, pour lancer Mbappé dans la profondeur. Mais sur tous les autres ballons, parfois c'est un peu trop frileux. Et c'est vrai qu'à la relance, au même titre que Skriniar et Marquinhos, j'en attends beaucoup plus. À gauche, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, je pense que lui, les vacances lui ont fait du bien. Je pense que vraiment c'est un de ceux qui les attendait le plus parce qu'il a beaucoup enchaîné, retour des croisés, on ne cessera jamais de le répéter, hein, sans remplaçant en plus, hein, sans remplaçant pour souffler. C'est vrai qu'il a pas mal enchaîné, même si sur la période d'octobre, là, quand il avait un petit creux, Luis Enrique n'hésitait pas à le faire sortir tôt dans les matchs ou ne même pas le titulariser. Donc là, on va voir comment ça va se goupiller. Moi, j'espère qu'il va monter un peu plus parce qu'en l'absence d'Achraf Hakimi, il y a un vrai rôle à jouer pour Lucas Hernandez en fait. Surtout qu'à chaque fois qu'il monte offensivement, il va gratter quelque chose en fait. Il va pas gâcher les actions. Hakimi, par exemple, il touche beaucoup plus de ballons dans le dernier tiers, mais le ratio ballon touché dans le dernier tiers, ballon dont il n'en fait rien, est beaucoup plus élevé que celui de Lucas. Lucas touche moins de ballons, mais quasi systématiquement, il réussit quelque chose. Quand il loupe, c'est parce que techniquement, il envoie un centre au troisième poteau où il tente une frappe qui est téléphonée. Mais sinon, il réussit à obtenir une faute, il réussit à passer le ballon in extremis sur une touche du bout du pied. Voilà. Et c'est ça que j'aime chez lui. C'est ça que j'aime chez lui et j'espère que il va continuer à monter de plus en plus, se lâcher un petit peu. Devant la défense, je mets Ugarte, bien évidemment. On va voir comment ça va évoluer pour lui. Hein. Très intéressant de voir quel profil sera ciblé sur le marché des transferts. Mais en fait, quand tu signes Moscardo et quand on nous dit que tu pistes Calvin Phillips en plus de Moscardo, ça sent vraiment pas bon pour Ugarte en fait. Parce qu'on est sur un profil qui vient clairement pour le concurrencer sur ses qualités. Sur ses qualités, parce que ce sont des profils, comme je disais, qui lui sont assez similaires. Vitinha, je le mets relayeur gauche, Zahir Emery, relayeur droit, voilà, les deux, on les attend bien évidemment dans le dépassement de fonction et tout ça. Mbappé, je le mets encore en neuf. Mbappé, je le mets encore en neuf. Kolo Muani, bon, je le titularise pas. Son dernier match contre Metz, là, il était cataclysmique. Bon, bien sûr, il rentrera hein, parce que voilà, Dembélé, on va pas lui faire jouer 90 minutes de suite. Je mets Mbappé donc numéro 9, même si ça veut pas dire grand-chose, il peut permuter. Quoique demain, vu que à droite je mets Dembélé et à gauche je mets Barcola, bah il aura pas grand monde. Barcola et Dembélé peuvent pas jouer en pointe. Peut-être Barcola à voir. Mais voilà, je mets Mbappé en pointe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Voilà. Pour demain. Et puis ensuite, on fait rentrer ce bon vieux Randall Kokacheri, Gonzalo Ramos et toute la clique à l'heure de jeu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain soir pour le débrief. Voilà. Ciao et prenez soin de vous avant tout. Allez Paris. Et on a hâte de les retrouver demain pour ce trophée des champions qui, on l'espère, sera remporté. Le premier trophée de Luis Enrique au PSG. Ciao.